Et nous commençons donc avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan toutes les semaines. Sybille Aoudjan qui est donc journaliste spécialiste des questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Pauline. Alors Sybille, que s'est-il passé ces derniers jours dans le monde de l'art ? Alors Pauline, on a souvent parlé ici de restitution. Et bien cette semaine, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, a présenté ses vœux dans un article interviewé par Le Monde. Et dans cet article, elle parle notamment de 3 lois cadres qui vont être présentées cette année au Parlement et qui sont reliées à ces histoires de restitution. La première loi cadre vise à faciliter le retour d'objets culturels étrangers dans leur pays d'origine. Emmanuel Macron a souhaité que l'ancien président du Louvre, Jean-Luc Martinez, puisse mener un travail pour préparer cette loi cadre qui fixera la doctrine, mais aussi les critères de restituabilité. La ministre le prévient, cependant, ça va être long et complexe. La deuxième loi portera sur la restitution des restes humains qui sont encore aujourd'hui conservés dans les musées. Ça concerne par exemple, Pauline, le musée de l'Homme, où il y a encore des restes humains qui ont pu être achetés durant la période coloniale. Et enfin, la dernière loi cadre portera sur les restitutions liées aux spoliations de l'époque du nazisme. Je cite la ministre de la Culture, il s'agit de regarder l'histoire en face et d'aller au bout de notre mémoire. Pourquoi les lois cadres sont-elles nécessaires, Sybille ? Alors, ces lois permettront tout simplement de simplifier un processus de restitution d'œuvres qui sont présentes dans des musées. Aujourd'hui, les œuvres qui appartiennent à des collections publiques sont inaliénables. Elles ne peuvent pas quitter un musée public sous aucun prétexte. Et donc, pour permettre cette restitution, aujourd'hui, il faut qu'il y ait systématiquement une loi qui soit votée, et ce, pour chaque œuvre d'art. Donc, ça rend le processus très fastidieux. Encore aujourd'hui, on parle d'œuvres vendues sous la contrainte pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire notamment du tableau de Munch. Exactement, c'est une histoire rocambolesque. On voit aujourd'hui un tableau d'Edvard Munch qui ressurgit, qui sera vendu par Sotheby's. C'est la peinture monumentale Danse sur la plage. Elle sera vendue début mars chez Sotheby's entre 15 et 25 millions de dollars. Et cette peinture a été acquise par un intellectuel allemand en 1912. Il s'appelle Kurt Glaser, mais il a été persécuté par les nazis parce qu'il était d'origine juive. Alors Glaser perd son emploi, son appartement et il est contraint de vendre sa collection. Ensuite, il part en Suisse, il se rend en Amérique et puis il décède quelques années plus tard. Mais lorsqu'il vend sa collection, cette œuvre-là est rachetée par un armateur norvégien qui s'appelle Thomas Olsen. Et alors que l'art de Munch est considéré comme dégénéré, Thomas Olsen la cache des nazis dans une grange au fin fond de la forêt norvégienne, avec d'ailleurs une version du cri. Et donc voilà, c'est cette œuvre d'art qui est aujourd'hui vendue et le produit de la vente sera reversé et partagé à la famille de Kurt Glaser, donc le premier à avoir acquis cette œuvre. Du côté des acquisitions, la Frick Collection acquiert son premier portrait féminin. Exactement, alors c'est le plus important tableau de la Renaissance italienne que le musée ait acquis depuis un demi-siècle. Ce sont les termes du musée, c'est un tableau de Giovanni Battista Moroni qui s'appelle Portrait d'une femme tout simplement et qui date sûrement de 1575. L'identité de la femme et la raison pour laquelle Moroni l'a peinte sont aujourd'hui inconnues, mais c'est le premier portrait féminin à entrer dans les collections de peinture de la Renaissance de l'Afrique. Elle complète une collection de portraits qui est déjà très large avec des Bronzino, des portraits du Titien, de Tintoret notamment. Et l'œuvre a été acquise grâce à un don du trust de l'américain Osadur Otavissian. Enfin, Sybille, côté enchères, la collection Aubiang passe sous le marteau à Drouot. Exactement. Alors, ce sont des informations qui ont été révélées par le Quotidien de l'Art. Une vente qui sera réalisée le 20 janvier prochain à l'hôtel des ventes de Drouot est tout simplement intitulée « Intérieur d'un hôtel particulier ». Mais en fait, ce n'est autre que la vente du mobilier de Teodoro Obiang. Teodoro Obiang, c'est le vice-président de la République de Guinée équatoriale et qui avait détourné de l'argent public de son pays pour acheter des œuvres en France. Et tout cela est vendu au titre des biens mal acquis à la demande de l'AGRASC, donc c'est-à-dire l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. La vente est réalisée par l'étude David Kahn, qui rassemble 160 lots pour un résultat estimé à 400 000 euros. On va retrouver une commode d'après André Charles Boulle, mais aussi une paire de vases de la manufacture du Palais Hogarten,
ployant en bois de l'époque Louis XV qui avait été acheté de la collection Yves Saint Laurent Pierre Berger, une importante paire de vases du palais provenant de la Compagnie des Indes. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que cette vente judiciaire est sans prix de réserve, avec un taux réduit pour les frais d'acheteur parce que c'est une vente judiciaire. Elle est donc très attractive pour les collectionneurs, les professionnels, et les estimations sont assez basses. Le résultat de la vente va-t-il revenir dans les caisses de l'État d'origine ? Oui, car en fait, la France s'est dotée depuis 2021 d'un nouveau mécanisme de restitution des biens mal acquis. Alors, lorsque des biens mal acquis ont été confisqués en France, la loi française permet à l'État d'origine de solliciter leur restitution en effectuant une demande d'entraide judiciaire. Et c'est alors le ministère des Affaires étrangères qui est à la manœuvre et qui affecte ce montant à des actions de coopération et de développement, c'est-à-dire des associations sur le terrain. Merci beaucoup Sybille Aoudjan pour les actualités du monde de l'art de cette semaine. Et nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Logero-Lasserre, président fondateur de l'association Artistique Réseau et collectionneur d'art urbain et directeur de l'ICAR. Bonjour Nicolas. Bonjour Pauline, bonjour Sybille. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous sommes ravis de vous recevoir pour pouvoir dresser un portrait des grandes tendances en matière de street art. En ce moment, à la mairie de Paris, on peut aller voir l'exposition Capitale qui dresse une fresque de 60 ans de street art à Paris. Et d'ailleurs, elle a été prolongée jusqu'au 25 mars prochain avec déjà 100 000 visiteurs. On peut donc se demander si le street art est passé d'un art niche à un art particulièrement démocratisé, Nicolas. Oui, on peut dire ça. Il y a clairement, en particulier en France, un engouement vraiment assez spectaculaire. Les chiffres de l'exposition le montrent à l'Hôtel de Ville. Un engouement spectaculaire pour ce mouvement. J'ai envie de pointer la popularité de ce mouvement à Paris, en France, dans le milieu des années 2000. Donc on est à presque 20 ans d'engouement. Hein, c'est quand même beaucoup pour un mouvement artistique. Un engouement public, populaire. Ce qu'il y a de formidable pour cet art, c'est que, il va à la fois séduire les plus jeunes, les enfants qui vont aller chasser les œuvres d'Invader dans la rue ou voir les pochoirs de Mystique, jusqu'à des gens qui vont collectionner, qui eux vont être plus dans un esprit d'investissement, de patrimoine, dans le marché. Et puis des gens beaucoup plus âgés qui vont aussi être séduits par ces couleurs dans la ville. C'est un mouvement vraiment extrêmement large, extrêmement populaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000 pour que ça devienne, que ce soit un art légitime, qu'on puisse commencer à collectionner vraiment? C'est intéressant, oui. Au milieu des années 2000, peut-être 2005, 2006, à la fois, l'arrivée des réseaux sociaux ont permis de répandre ces images. Quand Banksy fait une fresque, elle commence à être postée sur Facebook, Instagram, c'est la naissance de ces réseaux, et elle est propagée dans le monde entier. Alors que quelques années plus tôt, elle était publiée dans un fanzine, et la diffusion était évidemment beaucoup plus lente. Donc, l'arrivée des réseaux sociaux, c'est un vrai phénomène. Et aussi un moment où l'engouement s'accentue pour ces artistes. Et là, c'est vraiment la naissance du marché. Et le marché, les premières ventes aux enchères chez Arcurial, le marché va aussi contribuer à accélérer cette popularité du mouvement. Et donc, voilà, on a ce phénomène. Et puis, quand même, 2-3 choses quand même assez mythiques, iconiques dans le monde. Je pense à l'arrivée d'Obama aux États-Unis, la campagne de Barack Obama, on est en 2007-2008, faite par OB, le fameux Shepard Fairey. Et d'un coup, on se retrouve avec cette image, voilà, qui parcourt le monde entier. Et qui contribue à rendre aussi ce mouvement encore plus populaire. Et puis Banksy, évidemment. Mais on n'est pas en reste à Paris, puisqu'à Paris, on a Invader, qui depuis 25 ans répand ces mosaïques qu'on peut aller chasser gratuitement avec l'application, ou encore JR, évidemment, un des plus connus, pour ne citer que, avec ses collages, qui lui aussi, depuis 15 ans, c'est vraiment l'artiste de tous les superlatifs, qui a envahi la pyramide du Louvre, Palais de Tokyo, la BNF, etc. Là, vous avez cité justement des noms très connus. Qu'est-ce qu'on va remarquer aujourd'hui comme style d'art urbain qui va façonner l'art urbain peut-être de demain? Oui. Alors, ce qu'il faut comprendre dans ce mouvement, c'est vraiment l'explosion des médiums.
on a l'idée que le street art, le graffiti au départ, c'est à la bombe aérosol. Mais en fait, la bombe a un peu volé en éclats. Évidemment, elle est l'ustensile principal, mais il y a énormément d'artistes qui travaillent avec du collage, d'autres qui travaillent avec de la peinture. Il y a des artistes qui gravent les murs, qui sculptent les murs. Je pense à l'artiste Vils, le portugais. Donc, une multitude de médiums, une multitude de supports. On a aussi laissé place à un espèce de muralisme des villes, des collectivités, et qui invite des artistes à faire d'immenses murs, des commandes publiques. On parle d'institutionnalisation du street art. Il n'y a pas une ville moyenne dans ce pays qui n'a pas des fresques, vous voyez, dans ces rues. C'est assez spectaculaire l'engouement qui s'est opéré. Et ça a laissé place à beaucoup d'artistes émergents aussi. Oui. En gros, il y a 4 générations aujourd'hui. Donc, on a un peu les grands-mères, les grands-pères du graffiti. Et puis, on a les plus jeunes aujourd'hui qui ont entre 20 et 30 ans ou une trentaine d'années. Beaucoup de femmes aussi. Et ça, c'est important parce qu'au départ, c'était un mouvement qui était quand même très masculin. C'était plus des hommes qui peignaient dans la rue, des jeunes hommes, ados qui démarraient. Aujourd'hui, donc voilà, beaucoup plus de femmes. Et donc, toute une scène émergente. Et c'est là que j'ai envie de vous amener. Vous vous en doutez, si vous voulez commencer à collectionner, il faut aller, à moins que vous ayez beaucoup d'argent, et d'aller dans des valeurs sûres. On les a citées, je ne vais pas me répéter, ou d'autres comme Speedy Graffito, Seth, John Wan. Voilà, ça, c'est des valeurs sûres. On est à quelques dizaines de milliers d'euros. Mais ce qu'il y a de super pour le commun des mortels, pour vous et moi, c'est d'aller vers des artistes émergents. Vous avez quelques noms en tête ? Oui, alors, il y en a beaucoup. Je vais me faire beaucoup d'ennemis. Mais je voudrais vous citer l'artiste Levalet, on peut les suivre aussi sur Instagram. Ça, c'est formidable. Je pense à Levalet, je pense à Philippe Bodlock, je pense à Romain Froquet, je pense à l'artiste Madame, je pense à l'artiste Cachink également, qui est une des femmes de ce mouvement. Je vous ai cité beaucoup des artistes qui sont dans l'Expo Capitale, dans les émergents qu'on peut découvrir. Je pense aussi à Kraken, qui est un artiste formidable, qui fait des pieuvres dans la ville. Il y en a un peu partout dans Paris. Voilà, donc tout ça, c'est la scène émergente qui a une trentaine d'années et qu'on peut acheter. Allez, à partir de 50 €, ça vous va ? C'est correct. On peut acheter une sérigraphie signée, numérotée. Qu'est-ce qu'on achète avec du street art ? Parce que c'est vrai que c'est ça un peu la dualité du street art, c'est que c'est des choses qu'on voit dans la rue. Comment on collectionne ça ? Alors, il faut bien comprendre, évidemment, qu'il y a le travail de rue, on a parlé de pochoir, de collage, de peinture dans la rue, mais tous ces artistes ont un travail d'atelier. Et donc, ils ont un travail en parallèle sur toile. Donc, c'est les toiles ou les sérigraphies que ces artistes éditent sont inspirées de leurs travaux de rue. D'accord. C'est la déclinaison du travail de la rue, tout simplement. Mais c'est comme ça qu'ils vivent aussi, ces artistes. Parce que, évidemment, ils ne vivent pas des murs gratuits qu'ils font dans la rue, mais ils vivent des sérigraphies, des œuvres d'art qui sont vendues. Donc voilà, je trouve que c'est formidable de commencer par acheter des sérigraphies. On peut même acheter, vous savez, une sérigraphie de Shepard Fairey, on en parlait tout à l'heure, le fameux OB, à partir de 30 $ sur son site. Et on la reçoit une semaine après chez soi, en France. Voilà, donc, vous voyez, on peut vraiment commencer avec peu de moyens. Puis quand on a un peu plus de moyens, on a pris de l'assurance, on connaît un peu, mais on commence à passer à une étape entre 500 et 1000 € d'acheter des petits dessins, des originaux, de se faire plaisir. Et j'aime bien cette idée de commencer progressivement la collection, d'avoir une approche progressive dans le marché de l'art. Et vous nous conseillerez d'aller où ? Est-ce qu'il y a des lieux pour... des galeries d'art, par exemple, qui seraient spécialisées dans le street art, ou des lieux dans Paris qui seraient intéressants. Oui, beaucoup de lieux et beaucoup de gratuité. Ça, c'est formidable parce que voilà, enfin, un mouvement qui permet au plus grand nombre de venir gratuitement. Donc, je pense à Paris, évidemment, il y a un quartier qui est très prolifique, c'est le 13e arrondissement, c'est un musée à ciel ouvert, porté beaucoup par le maire du 13e, Jérôme Coumet. Donc, il y a une 50aine de fresques, boulevard Vincent Auriol, on prend le métro aérien, et là, c'est un musée à ciel ouvert. Je pense également à un lieu dont je suis contributeur, je dois le dire, qui est Fluctuart, ce centre d'art urbain, là aussi entièrement gratuit. En ce moment, on a l'expo de Seth, ce fameux artiste, avec ses vortex, ses enfants de toutes les couleurs, magnifique artiste. Et puis, on a cité l'expo à l'Hôtel de Ville encore plusieurs mois. On peut aussi passer sous le tunnel des Tuileries, qui relie, vous savez, le Pont Neuf jusqu'au jardin des Tuileries. Pardon, merci beaucoup. On est sous le Louvre, là, ce tunnel d'1 kilomètre sous le Louvre, où là, on a encore des centaines d'artistes qui peignent. Et puis, beaucoup de galeries, vous l'avez dit, il y en a une centaine, on les trouvera facilement, une centaine, Pauline, de galeries à Paris, dédiées au street art. Ouais. C'est quand même assez spectaculaire. Vous voyez, quand je vous parle d'engouement, c'est à la fois l'engouement populaire, l'engouement aussi pour le marché, des gens qui ont envie d'avoir un bout de ces artistes. Pourquoi
parce que ces artistes sont militants. Ils ont des choses à dire. Ils ont un regard sur le monde, à l'image de Banksy qu'on connaît bien. Et ça me plaît beaucoup. L'art, pour moi, considéré dans ce mouvement, là, revient à son sens intrinsèque. C'est-à-dire porter un regard sur la société, dire des choses, vous voyez, critiquer quand il le faut la société de consommation, les questions d'écologie, l'égalité homme-femme, la violence faite aux femmes. Je pense à Mystique, vous voyez, qui a dénoncé ça. Donc, voilà un mouvement très militant et c'est ça qui me plaît beaucoup. Merci beaucoup Nicolas Laugereau-Lasserre d'avoir intervenu sur notre plateau, président fondateur de l'association Artistique Réseau, collectionneur d'art urbain et directeur de l'ICAR. Merci beaucoup Sybille Aoudjane pour les actualités du monde de l'art en début d'interview. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite sur le plateau d'Enjeux Patrimoine.